Alors, bonjour à vous tous, chers membres de ma communauté web. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Huard, une spécialiste dans la relève d'entreprise familiale. Bonjour, Sylvie, ça va bien? Ça va très bien, Céline, et toi? Oui, oui, ça va bien. Puis, je suis donc contente qu'on se rencontre. On a eu un petit repas ensemble. C'était agréable, hein? C'était, je pense, même avant Noël. Donc, ça fait un temps. Mais voilà, nous sommes là en parlant de ce projet. Alors, je vais vous présenter Sylvie d'abord pour commencer. Alors, c'est une personne qui a un bon bagage d'expérience et aussi de connaissances. Elle a un bac en psychologie. Elle a une maîtrise en administration des affaires. Elle est certifiée du Family Firm Institute, qui est aux États-Unis. Je ne sais pas trop à quel endroit aux États-Unis. C'est grand. C'est où? C'est dans Le quel siège État? social, si je me souviens bien, est à Boston, mais à chaque année, les conférences sont soit en Europe, soit sur le continent nord-américain. Ça OK, s'échange. c'est une grosse boîte. Ça n'existe pas au Canada, en tout cas, ça c'est sûr. Et tu as été chercher aussi un certificat en médiation civile et commerciale à l'Université de Sherbrooke. D'ailleurs, on s'était rencontrés à l'IMAC, l'Institut d'arbitrage et de médiation du Québec, lors d'un cocktail. Je pense qu'on s'était, à ce moment-là, on s'était croisés. Et bien sûr qu'elle parle des familles en affaires, mais parce qu'elle était aussi dans une famille en affaires qui s'appelait Félix Huard Inc. Donc, avec ta famille, tu as connu la réalité de ce que c'était d'être une famille en affaires. Et après aussi, je pense que le groupe Kéops, c'était une ligne de la famille. Hein? C'était aussi, non, c'était d'autres choses tout à fait. OK. C'est complètement non apparenté, ça. Non apparenté. Donc, mais là, tu as continué à être dans le monde des affaires, dans une entreprise. Tu étais là de 1995 à 2005 et quand tu as quitté, le chiffre d'affaires avait atteint 103 millions. Il y avait 35 employés. C'était au niveau international. Je dis c'était, je ne sais pas ce qu'ils sont rendus. C'est pas ça que je veux parler, mais ce qui m'intéresse, c'est de dire, ben, tu connais ça, les affaires. Tu connais c'est quoi avoir une entreprise, c'est quoi avoir des employés, c'est quoi se développer, c'est toute cette machine, tu la connais. Et puis, j'imagine que c'est tout ton monde du milieu des affaires et ton désir d'aider ces familles en affaires. Là, tu es conférencière, tu écris des articles dans le blog, tu es chargée de cours, tu es auteur, tu nous as écrit un beau livre que c'est tellement cute, ça, tellement mignon. Ça s'appelle Entreprise familiale. Puis là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un gros éléphant. Je trouvais ça tellement chou. Jaser d'affaires sans casser la vaisselle. Mais c'est un éléphant qui est proche de la vaisselle. Alors, peut-être qu'il y a de la difficulté, lui. Mais bon, bref. Euh, donc, c'est toute ton expertise. Merci de nous donner du temps. Merci. Mais Ouais. merci à toi, Céline. Tu as tellement une grande curiosité, là. Toute, Oui. mais naïve, mais moi j'aime ça, le mot naïveté, mais dans notre société, il y a un côté péjoratif, mais tu as une soif de curiosité, tu amènes des questions. Puis je comprends la dame, c'est Samira tantôt qui a dit ah, moi, je suis tout le temps là à tes entrevues, Céline, parce qu'il y a quelque chose de beau puis de profond dans la façon que tu poses les questions. Moi, pour moi, Céline, tu me fais un cadeau aujourd'hui. Parce que Ah, moi, mon c'est Dieu. moi qui pose les questions habituellement dans ma vie. Très peu de gens me posent des questions. Puis j'aime ça, ça m'amène à m'introspecter, ça m'amène à me connaître encore mieux. Tu sais, Ah, c'est un donc bien le cadeau que tu me fun. fais aujourd'hui, pour vrai. Merci. Ben, merci à toi. Écoute, j'ai un petit, les gens qui me connaissent, j'ai un petit questionnaire. Je fais toujours une préparation d'entrevue. Ça ne veut pas dire que des fois, je vais regarder ma feuille. Ça ne veut pas dire que je vais passer à travers toutes ces questions parce que, bon, on a quand même, on doit arrêter les 30 au maximum. Mais ça me guide, ça me guide. Alors, quand on parle des entreprises familiales au Québec puis dans le monde, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont familiales? Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus? Ben, et là, je vais te partager, Céline et à vous tous, des statistiques dans une conférence où on était chez Family Firm Institute. Il me semble que c'est en Angleterre, mais ce n'est pas important, mais ça fait quelques années. Donc, je ne vous dis pas que les statistiques sont fraîches, mais ça donne une idée de grandeur quand même, et je ne crois pas que ça ait changé tant que ça. Et là, ils nous demandaient combien vous pensez qu'il y a d'entreprises dans le monde? Hey, là, on se regardait tous.
sûrement que vous aussi, vous vous dites, je ne le sais pas pendant tout. Non. Combien il y a d'entreprises dans le monde? Puis à ce moment-là, il nous avait dit, je ne sais pas si vous avez votre chiffre dans la tête pour les gens qui assistent. Ben, des milliards d'entreprises, je ne sais pas. On est 8 milliards d'êtres humains. Il doit y avoir au moins 1 milliard d'entreprises. Fait eux, ce qu'ils avaient dit, c'est qu'il y avait 96 millions d'entreprises dans le monde. OK. Bon, et là, ils nous demandaient par la suite, de ces 96 millions d'entreprises dans le monde, combien, pensez-vous, en pourcentage, sont des entreprises familiales? Alors, là, il y a toutes sortes de réponses qui arrivent. Il y en a qui disent 40 d'autres 50, 90, 10 On a toutes sortes de réponses. Toi, Céline, tu guesserais quoi? Ben, c'est parce que là, je sais la réponse. On n'ira pas. Donc, les autres, pour... Ben, attends un peu. Moi, j'aurais dit, tu sais, mettons, avant de le lire, là, ce que je pense que tu vas dire, intuitivement, j'aurais dit 50 Ah, il y a quelqu'un qui a dit 2 dans le chat. C'est intéressant. Ah oui? Bon. Donc, c'est 85 des entreprises dans le monde, de ce 96 millions, sont des entreprises familiales. Et ça, souvent, ça surprend les gens d'apprendre ça. Puis, on dit qu'au Québec, ça tourne autour de 60-70 d'entreprises qui sont familiales au Québec. Donc, c'est pas peu dire. Et après ça, c'est beaucoup. Il nous demandait, ça donne à peu près 84 millions, si ma mémoire est bonne. Et là, il nous demandait de ce 84 millions, quel pourcentage pensez-vous qui vont se faire accompagner par des gens qui adressent les particularités des familles en affaires? Alors, Céline, j'imagine que tu as cette réponse-là aussi, tu ne pourras pas répondre. Non, je ne l'ai pas, mais moi, j'aurais envie de te dire qu'il y en a peut-être 2 Moi, je pense que les gens ne se font pas accompagner. Fait que 2 que vous dites qui se feraient peut-être, est-ce qu'il y a des gens dans le... c'est ça, je regardais dans le chat tantôt, il y a eu 2 là, pour l'instant, on n'a pas de réponse qui arrive. Non. Mais, tu sais, c'est ça, les familles en affaires ont des particularités, puis il y a des spécialistes qui adressent ces particularités-là des familles en affaires. Et ça, selon les statistiques du temps, c'est 3 à 5 donc tu étais très proche, chère Céline, 3 à 5 qui se font aider par des gens qui ont une spécialité de famille en affaires. Comme toi. Comme toi. Comme toi, ce que tu fais. Oui. Ce que tu fais, ben, tu peux-tu le décrire, ce que tu fais? Ben, oui. on va le décrire avec tout ça. Je peux le décrire rapidement. Oui, simplement rapidement. Mon entreprise s'appelle Harmonie Intervention. Alors, imaginez qu'on est sur un continuum d'harmonie. Il y a des familles en affaires qui arrivent ici, et c'est pour ça que Céline, on se parle aujourd'hui. Des familles en affaires qui travaillent ensemble, mère, frère, sœurs, parents, et qui ne se parlent plus. Ils ne vont plus à Noël ensemble, plus de vacances, plus de souper du dimanche, terminé, mais ils travaillent ensemble au quotidien. Bien, eux, ils vont arriver chez Harmonie Intervention en disant, bon, ça a l'air, vous pouvez faire quelque chose pour nous autres, mais on n'y croit pas bien. Wow. Eux, on va faire de la médiation avec eux, vraiment. Et à l'autre continuum, à l'autre bout, eux, que ça va super bien, ils travaillent ensemble, ils savent qu'ils ont des enjeux, mais ils disent, on les connaît, eux. On ne veut pas que ça nous arrive. Ça a l'air que tu peux nous aider à prévenir ça. Et là, avec eux, on met en place la gouvernance, c'est-à-dire, on va s'occuper des 3 cercles. Le Family Farm Institute nous approche beaucoup avec le modèle des 3 cercles. Il y a un cercle qui s'appelle la famille, il y a un cercle qui s'appelle l'entreprise et un autre cercle qui s'appelle la propriété. Et on va aider les familles en affaires à gérer ces 3 cercles-là et à mettre en place la gouvernance, autant pour bien gérer la famille que l'entreprise, que la propriété. Mais c'est souvent la famille et la propriété qui sont les parents pauvres. Parce qu'à l'école, on apprend comment gérer la business, on apprend comment gérer la famille et les propriétés. La famille en affaires, parce que les émotions, puis l'argent, puis les visions, ça ne marche pas toujours ensemble. Oui, puis souvent, quand ça ne marche pas, c'est parce que c'est rempli de non-dits et de noirceur. On ne se comprend pas parce qu'on ne voit pas la même chose. On ne se parle pas, on ne se comprend pas. Ouais. Et là, j'ai full de questions, mais il y a certaines questions que je voudrais te poser, puis on va y revenir à tout ça. Des fois, quand on pense à une entreprise familiale, on se dit, ben, c'est peut-être la petite PME ou le restaurant. À côté de chez moi, j'ai un restaurant vietnamien. Son épouse, sa sœur, ses enfants, tout le monde travaille dans ce restaurant vietnamien-là, mais ce n'est pas juste la PME, l'entreprise familiale. Ça peut être gros.
Ça peut être très gros. Par exemple, moi, mes clients, j'en ai autour de 50 millions, mais à l'international, il faut penser à Michelin, c'est une entreprise familiale, Peugeot, c'est une entreprise familiale, et Ah plein ouais, de hein? grosses entreprises familiales aussi. Wow. Puis, donc, comment ça peut prendre de temps pour organiser une relève? Moi, dans ce que je vois dans une relève, parce que, bon, il y a deux choses. Ça se peut qu'une famille fonctionne mal dans son entreprise, mais ça se peut aussi, puis là, je pensais qu'on allait peut-être plus parler de ça, mais je vois que tu as plusieurs chapeaux. Quand un fondateur veut, à un moment donné, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il pense à donner à ses enfants ou à léguer. Là, c'est un legs. Ça peut prendre combien de temps, là, faire un transfert d'entreprise? Ben, selon Louise Cadieux, ben, j'aime bien les recherches de Louise Cadieux qui a écrit là-dessus. C'est notre spécialiste au Québec à l'université, qui est à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis qui est une sommité, je dirais, mondiale sur le sujet. Elle nous dit que pour faire un transfert réussi d'une famille, au moment où le repreneur est identifié, ça a l'air niaiseux, là, mais c'est très important ce que je viens de dire, parce que la plupart du temps, le père, il dit, il sait que c'est lui à relève, mais il n'a jamais été identifié. Une fois le repreneur ou les repreneurs identifiés, Louise, ça parle de 10 ans pour adresser correctement un transfert d'entreprise familiale. Quand 10 c'est ans. oui, absolument. Quand Hum. c'est non apparenté, qui sont déjà des postes de direction, on parle de 5 ans. Et business to business, c'est une question de mois. Là. Mais ça me semble exagéré, 10 ans. Je veux dire, si, mettons, moi, j'ai créé une entreprise, puis je dis, bon, ben, ça va être ma fille. Mais c'est vrai qu'il faut que ma fille soit d'accord. Première des affaires. Peut-être que aussi j'ai un problème si j'ai plusieurs enfants. Disons, si j'ai 4, 5 enfants, là, ils sont peut-être pas tous intéressés de la même façon d'entreprise. Comment ça va se gérer, ça, quand tu dis identifier le repreneur? C'est ça que tu parles? J'adore ta question, encore une fois. C'est que Oui. souvent, les gens ils arrivent chez nous et ils disent là, j'en ai 5 enfants, ils sont tous intéressés, puis moi, c'est moi qui va décider ça. C'est toi qui vas décider. Il me dit ça à moi. C'est toi qui vas décider c'est qui le repreneur. Je Wow. ne pas, ce sera ni vous ni moi. Ça va être le processus qui va amener les réponses, qui va amener un éclairage tellement évident que ça va être évident s'il y a un repreneur parmi vos enfants ou non. Et ce processus-là, c'est qu'il faut d'abord dire dans quelle industrie on est. Et dans cette industrie-là, quel positionnement on veut prendre. Et quelle est la vision de l'entreprise dans 5-10 ans. Et après ça, on va pouvoir décliner quel est le plus grand défi pour garder ce positionnement-là puis atteindre notre vision. Et de ce défi-là, on va pouvoir débuter un profil de poste avec des compétences. Et de ce profil de poste-là, avec des compétences, maintenant, on va pouvoir regarder vos 5 enfants et dire, est-ce que quelqu'un a ça? Et là, tout le monde voulait le poste, mais là, tout à coup, quand on voit toutes les grandes responsabilités que le dirigeant va porter, ça se peut qu'il n'y en ait plus un qui le veuille, le poste. Oh, OK. Ou Parce que ça se dans peut le fond, mais c'est rare qu'il y a beaucoup de monde après qu'on ait fait tout ça. ah, OK. Parce que dans le fond, c'est intéressant. L'entreprise est une personne morale. C'est une personne, c'est une identité en soi. Puis elle, cette entreprise-là, ben, elle peut avoir des projets, est-ce que des fois tu la fais parler, tu la fais un peu parler, ou qu'est-ce qu'on veut pour notre entreprise quelque part? Puis Absolument. dans les enfants, est-ce qu'il y en a un qui va, ouais, je comprends. Le mieux Donc, c'est quand adressé. même assez, on essaie d'objectiver. Oui, absolument. Absolument. On essaie d'objectiver. Puis moi, ce que je dis souvent en médiation, quand les gens disent ouais, mais à quoi je peux m'attendre là, dans ton processus de médiation? Là? On va-tu arriver à une entente? On va-tu conclure quelque chose? J'ai dit ça, moi, je ne peux pas vous garantir que vous allez arriver à une entente, vous allez conclure quelque chose. Ce que je peux vous garantir, par exemple, dans le processus que vous allez enclencher, c'est qu'on va ouvrir les lumières de l'aréna. Là, en ce moment, vous rentrez dans l'aréna, mais les lumières sont fermées. Et là, vous vous accrochez dans le banc. Vous frappez les bandes parce que vous ne savez pas où est la porte pour rentrer dans la patinoire. Vous vous enfargez dans des bottes parce que vous ne les avez pas vues. Mais si j'ouvre la lumière de la patinoire et que vous n'êtes pas aveugle, évidemment, ben, vous allez voir tout ça. Puis, vous allez éviter le banc, vous allez le contourner. Vous allez dire, ah, il y a des bottes là, on va le mettre en dessous du banc. Ah, ben regarde, la porte, la patinoire est là, puis je vais l'ouvrir, puis je vais m'en aller sur la patinoire. C'est ça que je vous dis qui va arriver dans le Ouais. processus de médiation. Peut-être que vous allez voir des choses que vous ne voulez pas voir aussi.
Aussi, mais on dirait en même temps la douceur de ça, les rencontres préalables à la médiation, quand on prépare les gens à faire le tour de la question, il y a comme, moi, ce que j'aime des rencontres préparatoires à la médiation, c'est il y a comme un éclairage nouveau. La personne va visiter ses émotions, prend le temps de regarder tout, puis là, elle arrive à un moment, puis Céline, tu connais ça mieux que moi, il arrive à un moment où il est prêt à accueillir l'autre. Mhm. Et Mhm. c'est ça un peu, c'est pas de la magie de la médiation, pas du tout, mais ce processus d'éclairage-là, parfois, amène une illusion de magie. Tu sais. Mhm. Mhm. Et là, on a sauté des étapes, là, c'est incroyable parce que moi, quand j'allais voir sur ton site, je voyais qu'il y avait une étape diagnostique. Admettons, disons que je veux léguer mon entreprise, bon, et je t'appelle, il y a une étape diagnostic, puis après ça, il y a une étape accompagnement. Puis là, tu me dis que dans l'accompagnement, il y a de la médiation. Puis là, je comprends donc, il y a de la médiation. Mais allons avec l'étape diagnostique, parce que je voudrais essayer Oui. comme de mettre de l'ordre dans nos affaires. Disons que tu arrives, puis il y a une entreprise où on va aller dans le crunchy. Ils ne se sont pas parlé, ils sont en conflit depuis 5 ans. Le père vit beaucoup de tensions, c'est son bébé, il ne veut pas le donner, les enfants chicanent. Puis des fois, je pense que comme toute chose, on peut penser qu'on est un bon dirigeant, mais on n'est pas un bon dirigeant comme enfant. On peut dire, ben moi, je vais être bon, puis je vais être capable. Mais peut-être qu'on ne l'est pas du tout. Peut-être que notre père ne veut pas nous léguer l'entreprise. Peut-être qu'il veut léguer à Jean-Philippe, mais Jean-Philippe, il ne la veut pas, l'entreprise. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais partons puis disons que le conflit est pris depuis 5 ans. Et là, moi, je suis la maman, puis je t'appelle, je suis la fondatrice, je t'appelle. Sylvie, qu'est-ce qu'on fait? Bien, là, dans ce que tu m'as donné comme hypothèse, là, je vais prendre mon crayon parce que quand je suis en diagnostic, il faut que j'écrive. J'aime ça au bout. Ah, OK, ben, c'est bon, c'est Mais bon. là, déjà, avec le phénomène que tu m'amènes, il y a 2 hypothèses de travail pour moi. Je suis déjà en diagnostic. Parce que OK. la première étape avec moi, c'est toujours un 30 minutes gratuit. N'importe qui va sur mon site web puis est capable de se booker un 30 minutes gratuit. Et là, mettons qu'il me dirait ça, dans ce 30 minutes gratuit-là, écoutez, madame, nous, la chicane est pognée, puis je ne sais pas trop comment choisir mon repreneur. C'est ce que j'ai compris, Céline, de ton Je ne sais pas hypothèse. comment choisir mon repreneur. J'ai 3 enfants. Euh, Et là, pour moi, je dirais, ben, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, de gérer la chicane ou de comment choisir votre repreneur? On poursuit le diagnostic, tu comprends? Et ouais. là, il faut qu'elle choisisse parce que selon son choix, là, on a 2. Écoute, j'ai un exemple la semaine passée. Quelqu'un disait, hey, on vient de découvrir que ça existe, on capote. On a été référé à toi. Bon, je parlez-moi. Fait que là, il me parlait. Oups, ça veut dire rencontre annuelle. Oups, ça veut dire conseil de famille. Oups, j'ai Oh, 10 hypothèses. Je dis, écoutez, OK. il y a 10 hypothèses de travail juste avec les 3 paragraphes que vous venez de me donner. Fait que je Hmm. vais vous faire parler, je vais vous questionner parce qu'il va falloir décider parce qu'on ne pourra pas tout faire. C'est pas bon de tout faire, on ne fait rien quand on fait tout. Ah, c'est ça. Il faut que tu adresses les problèmes un à la fois. Alors Disons que je te là, dirais, si je te disais, euh, ben, j'ai 75 ans. oui. Non, mais là, c'est pas vrai, là. Ah non, je le sais bien, c'est impossible. 75 ans. Non, mais Et là, ma santé décline beaucoup. Et ça commence à être urgent que j'ai un de mes enfants qui s'occupe de l'entreprise puis qui ait un rôle de plus de dirigeant que les autres parce que là, je dois m'occuper de ma santé. Mon médecin m'a dit de ralentir et puis tout ça. Donc, il y a une urgence, là. est-ce que votre enfant, ça fait longtemps qu'il travaille? Est-ce qu'il travaille avec vous déjà? Ah oui, ben les 3 se sont toujours intéressés à l'entreprise, mais disons qu'il y en a un qui travaille depuis qu'il n'est pas allé à l'école longtemps, donc lui a commencé à l'entreprise, ça fait 30 ans, 40 ans là, qu'il est avec moi. Euh, Donc, est-ce que vous pressentez déjà qu'il y en a un des 3 qui peut prendre la relève de votre poste? oui, mais les 2 autres ne sont pas d'accord. Hmm. Et ça a été discuté entre vous? C'est dur. Mais oui, il y a eu un souper de famille, ça s'est discuté, puis il y a un de mes fils qui est parti en claquant la porte. Ma femme s'est mise à pleurer. Ben, mon époux.
Et là, ben, ça a fait beaucoup de dégâts. Puis, Donc, je vous dirais qu'avec ce que vous me dites, la première chose qui est importante de savoir, c'est de vous aider à mettre au clair qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous aider avec toutes les hypothèses de travail qu'on a, avec les chercheurs qu'on a, avec ma pratique sur le terrain, qu'est-ce qui va être le mieux de comment l'adresser, parce qu'il y a plusieurs hypothèses déjà qui pourraient être sur la table. D'engager un directeur général non apparenté, ponctuel, pour faire le pont entre vous et le futur repreneur. Parce que là, votre état de santé, vous, ça fait beaucoup de charges. Donc, ça, c'est dans l'urgence d'agir puis prendre le temps, ça peut être une option qu'on peut envisager. Ben, c'est intéressant, hein? Oui. Donc, tu sais, puis au fur et à mesure qu'on va parler, on va prendre une autre rencontre de là, plus 2 heures pour un diagnostic plus profond. Parce qu'avec ce que vous me dites, urgence d'agir, chicane entre mes enfants pour avoir le poste, c'est super délicat, là, ça demande un diagnostic plus approfondi. Oui. Et, je ne voudrais pas qu'on saute tout de suite à la conclusion de l'outil avant de bien cerner les besoins puis la connaissance que vous avez de cette situation-là. OK, je continue à faire le rôle. Est-ce que vous allez rencontrer mes enfants dans votre diagnostic? Après cette discussion-là que j'aurai avec vous, on va voir qu'est-ce qui est le meilleur. Parce que si jamais vous vous dites que, je ne sais pas, moi, vous me dites dans cette rencontre de 2 heures-là, je ne veux pas vous faire mourir, mais dans mon rôle, on fait souvent mourir les gens, malheureusement. Donc, Ben là, tu sais que vous avez un diagnostic puis qu'il vous reste 6 mois, ça m'est déjà arrivé, tu sais, la démarche ne sera pas la même. Donc, ce ne sera vraiment pas du tout la même démarche. Puis parfois, ce n'est pas moi la personne qui devra être là, mais j'ai un réseau très grand de personnes ressources qui peuvent aider et je réfère très souvent. Donc, on va aller voir plus à fond quel est votre besoin, combien de temps vous avez pour faire cette démarche-là. Vos enfants, est-ce qu'ils sont ouverts à des démarches? Parce que parfois, il n'y a pas d'ouverture à aller chercher. Ah, mais là, je vous dis, madame, je vous appelle, c'est confidentiel, là. OK, j'ai eu votre nom par un de mes amis, puis c'est confidentiel, là, pour l'instant. Même mon épouse, même mon époux n'est pas au courant, là. Même mon époux n'est pas au courant. Fait qu'on va vraiment prendre le OK, temps. on va se rencontrer, puis on va regarder tous ensemble, c'est ce que vous me dites. On va prendre le temps de voir ce qui est, puis de voir quelle est la meilleure option pour vous à cette étape-ci de votre vie, parce que vous vivez beaucoup de choses en ce moment. Oui. Puis, et là, je vais sortir de mon rôle. Mais j'ai l'impression, puis là, peut-être je peux me tromper, c'est un préjugé, je te le dis tout de suite. Tu sais, quand tu fondes une entreprise, c'est ton bébé, là. Hein? Ça ne doit pas être facile de laisser aller ou de dire, de te détacher, c'est ton identité, tu as travaillé, on sait, moi, je viens d'une famille d'aubergistes, j'ai travaillé 7 jours sur 7, tout le temps. Et tu sais, ça doit être tellement dur, parfois, pour certains, puis ils doivent attendre très longtemps. Ou c'est-tu un gros préjugé que j'ai ou c'est vrai? Non, c'est pas du tout un préjugé, surtout quand c'est le fondateur. Quand c'est la 2e, 3e, 4e génération, c'est d'autres défis. Mais quand c'est le fondateur qui transfère son entreprise, prenons mon père, qui a été le fondateur de son entreprise, que ma mère était en rogne après lui quand il a parti ça, parce qu'elle dit on va tout perdre, on a tellement eu de difficultés, on a tellement été pauvres, puis là, tu vas mettre notre maison en garantie à capoter. Fait que papa, son identité, c'est une question identitaire. Son identité s'est forgée à travers son entreprise. L'entreprise familiale a déjà monté jusqu'à 400 employés. Tu sais. Wow. Mon père était analphabète, a déjà été maire d'un village, etc. Donc, son identité était dans le faire, papa. Et mon frère, le plus vieux, à un moment donné, il a dit papa, c'est toi ou c'est moi? Là, tu ne peux pas partir 6 mois en Floride puis revenir comme si de rien n'était. Je comprends mon frère très bien d'avoir arrivé là. Puis là, papa avait 52 ans. Ben, il dit voyons, j'ai fait ça pour vous autres, je vais partir. 0 préparé. Il en est mort. Papa en est mort d'avoir quitté sa business alors qu'il n'était pas prêt. Donc, pour te dire comment je le sais, je le sens, ce que tu viens de nommer, comment je le vois avec les entreprises que j'accompagne, cette identité-là du fondateur à son entreprise est très grande, très présente et très belle aussi. Donc, de là, je pense qu'un des éléments du 10 ans qui fait du bien, c'est que quand on met la gouvernance en place, puis qu'il voit, c'est beaucoup dans les rencontres que la crédibilité des repreneurs peuvent se construire.
Parce qu'on les fait, surtout moi, j'utilise toujours l'ordre de parole de la génération la plus jeune, de ceux qui parlent le moins à celui qui parle le plus. Mm-hmm. Et là, on voit se révéler des gens qu'on n'avait pas vus avant, même si c'est mon frère, ma soeur, ma tante, mon oncle, mon cousin, mon fils, ma fille. Parce que ces gens-là étaient très introspectifs ou ils n'étaient pas du tout introspectifs, mais par respect, pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons, ils ne parlaient pas nécessairement. Mais là, quand on arrive dans un conseil de famille où là, on a une gouvernance, on veut construire nos piliers du rôle et responsabilités, de ça, de quelles vont être nos valeurs, notre plan stratégique familial. Et là, le dirigeant il est au même piédestal que les autres parce qu'il ne connaît pas tout ça. Mm-hmm. Là, il y a du Ouais. leadership qui se dévoile. OK. Il y a des personnalités qu'on voit apparaître, qu'on n'avait pas vues avant. C'est beau, 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 beau. Puis ça, ben, c'est sûr qu'on ne se rend compte pas d'un conseil de famille à tous les jours. Tu sais, c'est pas Non, rare. non. On va le faire une fois par 3 mois. Fait que, tu sais, ça prend quand même plusieurs années, plusieurs rencontres pour qu'on voit vraiment éclore le beau leadership qui est autour de la table. Et en même temps, une histoire de famille, parce que c'est ça, c'est une histoire de famille, c'est aussi des fois des blessures profondes. Je te donne un exemple, parce que moi, j'ai déjà fait une médiation dans une famille et ils ne s'étaient pas parlé pendant 25 ans et ils voulaient renouer. Mais écoute, ça n'a pas fonctionné, là. 25 ans sans se parler, c'était comme tu n'existes plus, tu es mort. Mais il y avait une rivalité entre les frères et sœurs causée par un parent qui disait clairement à un enfant, toi, tu es mon chouchou, toi, tu es intelligent, toi, tu es comme ci, toi, tu es comme ça, alors que l'autre, ben écoute, ta mère est tombée enceinte, puis bon. Des fois, là, il y a des choses, des blessures. Il faudrait être psychiatre, puis tu ne l'es pas, là. Je sais que tu es médiatrice, mais parfois, là, les blessures sont vraiment très profondes. Moi, j'entends ce que tu me dis, que je vois, en fait, ce que j'entends, c'est que parfois, il se révèlent des forces, puis les gens apprennent à se connaître, puis tout ça, mais il y a des fois qu'il y a des blessures qui doivent sortir aussi, là. Absolument. Il y a des grandes blessures, tu as bien raison. Puis la rivalité, on a même fait un sketch chez Harmonie Intervention d'un cadeau de Noël qu'on a offert à nos clients sur la rivalité et comment c'était provoqué par les parents sans trop s'en rendre compte parfois. Là, tu as donné un exemple extrême, mais la plupart du temps, il y a de la rivalité entre les enfants, puis c'est toujours créé par les parents. Donc, on est tous coupables. Moi, j'ai évité ça, j'ai une fille unique. Mais bon, bien d'autres parents ont plusieurs enfants et je pense qu'il y a tout le temps un niveau de rivalité entre les deux pour toutes sortes de raisons, affinités, etc. Mais oui, ça arrive pour vrai et c'est très triste et oui, il y a besoin. Moi, j'ai un bac en psychologie, mais c'est pas ma spécialité, puis je ne suis pas psychiatre et tout ça. Oui. Mais je réfère beaucoup dans ces circonstances-là et je me souviens d'une fois, entre autres, c'était triste, là. Mon Dieu que c'était triste. Il y a un des enfants qui voulait rien savoir de son frère. Mm-hmm. Il a toujours bien caché ça. Ah. Mais là, en déterrant tout ça, il l'a dit. Moi, je ne veux rien savoir de toi. Moi, tu es un ci, un ça, un ci, un ça. Je ne veux rien savoir, puis je ne voudrais jamais rien savoir de toi. Et je ne veux rien travailler avec toi. Mm-hmm. Et là, c'est des adultes d'un certain âge. Et là, ben, ça s'arrête là. Ben oui, mais oui. Parce que, tu sais, des fois, on me demande, Sylvie, c'est quoi le taux de réussite? Là, j'ai envie de leur dire tout le temps, c'est quoi votre définition de réussite? Oui, hein? Oui. Parce que pour moi, je sais que pour cette famille-là, c'est un drame. Mais pour moi, c'est une victoire. Parce que ce jeune homme-là, qui n'aime pas son frère, puis qui a toujours emmitouflé ça de 1000 façons, c'est épouvantable pour cet enfant-là. Mm-hmm. Là, il était libéré, au moins il avait libéré quelque chose. Donc. Ben Mais là, oui. comment ils vont le gérer après, je ne le sais pas. Parce que ce n'est plus mes clients, mais pour moi, je suis à quelque part soulagée pour ce jeune homme-là qui enfin est libéré de ce fardeau. Je peux haïr mon frère au grand jour. Tu sais. Oui. Puis d'arrimer, parce qu'à un moment donné,
c'est pour ça que le diagnostic est si important. J'aimais ça ta question tantôt, parce qu'avec le mauvais diagnostic, on va toujours avoir le mauvais outil et le mauvais processus. Là. Ben oui, ben oui. Puis avec eux, je trouve que c'était ça. On n'arrivait jamais au cœur, mais son frère a dit, ben moi, je vais aller en thérapie avec lui. Je veux que ça se règle, mais l'autre, il ne veut pas. Tu ne peux pas obliger ça, la thérapie. Là. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas obliger, c'est bien ça. Hein? Ouais. Donc, on apprend à travers ton processus et ton accompagnement. Je comprends que les gens apprennent à peut-être des phases de mon frère ou de ma soeur que je n'avais pas vues. Ah, il est créatif. Ah, tiens, il y a des idées. Ah, ou c'est un réflexe. Lui, ça, il prend du temps pour réfléchir. Ou puis là, il doit avoir des tests de personnalité, j'imagine. Puis on essaie de plus se connaître sur un angle différent. Parce que c'est sûr, c'est mon frère ou c'est ma soeur, puis il m'a toujours taquiné, mais moi, je pense à mes frères qui sont partis parce que moi, je viens quand même d'une famille de 7 enfants. Et puis, le plus vieux de mes frères, il a 13 ans de différence avec moi. Moi, je ne l'ai pas connu tant que ça. Il est parti de la maison, puis j'étais jeune. Je ne sais pas c'est qui. Pour moi, c'est un peu un inconnu. Tellement, puis tu as raison, les tests psychométriques, je pense que c'est un atout certain pour donner les mots, hein, parce qu'on les connaît, puis des fois, on reste avec des préjugés d'enfant. Ah, lui, enfant, il n'était pas fiable, puis on ne peut pas se fier à lui encore aujourd'hui. Fait que des fois, on reste sur des idées. Puis les tests psychométriques, je trouve qu'ils viennent mettre un peu un reset sur cette perception qu'on peut avoir de l'autre. En effet, c'est super précieux. C'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on fait avec les non-apparentés? Parce que, disons que quand tu me parles de Michelin, ce n'est pas juste les frères et les sœurs qui gèrent Michelin. Là. Il doit y avoir des directeurs de marketing, des directeurs de ci, des opérations, la comptabilité, vice-président de des actions, il y a des actionnaire. Non, je te parlais du restaurant vietnamien à côté de chez moi. Je ne pense pas qu'ils ont des actionnaires. Là. Mais tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là qui sont non apparentés puis qui ont quand même des visées sur l'entreprise et qui ont une expertise? C'est ça l'affaire, c'est qu'ils ont une grosse expertise. Et ça, ben, c'est là que la gouvernance va beaucoup nous aider à démêler tous ces spaghettis-là. Parce que ces VP-là, par exemple, non apparentés, ben, on va certainement les voir sous le comité exécutif. Donc, sur le comité exécutif, qui va être là? On va faire les règles d'entrée pour être sur le comité exécutif. Est-ce que c'est juste les directeurs? Est-ce que c'est juste les VP, tout dépendant de la grosseur de l'entreprise? Puis, est-ce que les enfants devraient y être intégrés parce qu'ils vont peut-être devenir des dirigeants? Ça, c'est une grosse question que la plupart du temps, les gens ne se posent pas assez longtemps les critères pour y entrer. C'est quoi les critères pour être sur le comité exécutif? Est-ce que ça prend un poste de VP ou il faut être du sang? Ce n'est pas évident comme réponse tout le temps. Plus qu'on grossit, plus qu'on professionnalise l'entreprise, plus c'est évident. Ces réponses-là deviennent très claires. Puis ils vont faire leurs critères d'entrée pour devenir un poste de VP. Ils vont faire leurs critères d'entrée pour devenir au comité exécutif. Puis ça, les enfants, idéalement, dès le plus jeune âge, vont être au courant qu'il existe une gouvernance et qu'ils ont des choses à faire s'ils veulent aller sur ces postes-là et avoir un poste de haut dirigeant. Mais là, quand tu me parles d'un comité exécutif, là, tu ne me parles pas de ton travail avec le conseil de famille. Ça, c'est deux choses différentes. Là. Bien, là, je me suis transportée dans le cercle de l'entreprise. OK. Dans la famille, on va avoir un conseil de famille. Dans l'entreprise, on va avoir un comité exécutif, on le souhaite. Il y a des comités de direction, toutes sortes de libellés. Mais le comité exécutif, pour moi, ce n'est pas tout à fait le même regard sur l'entreprise que le comité de direction. Souvent, le comité de direction va être plus opérationnel, ils vont prendre des décisions au mois, aux semaines. Le comité exécutif, on souhaite qu'il y ait plus de recul, qu'il voit plus aller les choses. Et tu sais, ce côté opérationnel-là, puis prendre du recul, ce n'est pas évident pour nos PME qui sont des passionnés, surtout quand le fondateur est encore là. Parce que quand il arrive dans un meeting, lui, il veut savoir les clients sont-ils contents, les fournisseurs ont-ils bien livré, la qualité est-tu bonne, les employés sont-ils contents, là, lui, là, ça fait longtemps, il ne faut pas qu'il s'en aille, là, il est-tu encore ici? Là? C'est ça, lui, qu'il veut savoir. Mais quand on veut prendre du recul, on veut prendre du recul. Fait qu'on ne sera pas dans les micro-décisions, mais puis ça, il y a un exemple que j'aime bien donner. Mettons qu'on serait propriétaire d'une ville. On ne verra pas la même chose si on se promène dans notre ville à pied ou en camion. On dira, le stop a été lavé. Ah, ici, il y a bien des trous. Mais si on prend l'avion, on ne verra pas les trous puis le délavé du stop ou de l'arrêt stop. Excusez-moi, j'ai fait un anglicisme. Mais si on prend l'avion, on va voir, mon Dieu, on n'a pas assez fait de route à gauche.
le trafic est tout rendu là. On ne verra pas les mêmes choses. Fait que ce qu'on veut, c'est de s'élever. Et ces VP-là, ben, ils vont être capables de s'élever. Ils ont la compétence, ils ont la formation, ils ont l'expérience que les repreneurs n'ont pas nécessairement au même niveau que ces VP-là. Puis ils ont leur place parce que si le fondateur les a engagés, c'est parce qu'il en avait besoin. Il avait besoin de cette expertise. C'est juste que là, il faut intégrer les repreneurs. J'aime ça, ce mot-là, repreneur. Je trouve ça intéressant. Puis là, il y a d'autres enjeux là-dedans vraiment pas évidents qu'on parle dans le livre, entre autres, que là, il y a une complicité fondateur-VP qui est magnifique. Là. C'est des bodés de même. Là. Hey, c'est un vieux couple. Ils n'ont même pas besoin de se parler, toi, ça connaît. Et là, il y a un repreneur qui arrive, qui est quand même bon, qui est quand même un bon poste. Puis là, tout le monde ne sait plus comment se placer. Et souvent, le haut dirigeant, que ce soit homme ou femme, s'il a été plus dans l'entreprise, souvent, le conjoint ou la conjointe qui était plus à la maison, c'était plus l'autre personne qui faisait comme la relation humaine. Fait que là, puis c'est son identité qui est dans l'entreprise quand c'est lui le fondateur. Imaginez ça. Là. C'est complexe, là. Ben oui, c'est ça. Et c'est ça que je voyais aussi. Je me disais, mon Dieu, il y a des fantômes là-dedans. Dans une organisation comme ça, il y a des fantômes parce que tantôt, je t'ai parlé de mon mari. Bon, disons que je suis mariée, mais mon mari, il est probablement ou possiblement actionnaire, mais il n'est pas au cœur de ça, il n'est pas dans l'entreprise, mais lui, il a des droits dans cette entreprise-là, puis c'est sa famille, c'est ses enfants aussi. Donc, lui, ça se peut qu'il soit intéressé à savoir comment ça va se passer, tout ça. Et mes enfants, si j'ai 3 fils, ben j'ai 3 brus. Absolument. Les brus peuvent intervenir aussi. Là, ils peuvent-tu intervenir, c'est-à-dire ils peuvent influencer. Alors, qu'est-ce que tu fais avec eux? Moi, je les appelle des fantômes. Est-ce que tu les invites au conseil de famille? Est-ce qu'ils font partie des discussions? La meilleure réponse, tout le temps, c'est la réponse que la famille s'entend. La mauvaise réponse, c'est quand la famille ne s'entende pas, que je sois pour ou contre, ce n'est pas important. L'important, c'est que la famille est ensemble. Et quand ça arrive, cette question-là, moi, dans ma famille, les conjointes étaient interdits de travailler dans l'entreprise et de devenir actionnaire. Fait que moi, j'ai été élevée avec cette perception-là. Je pensais que c'était ça la norme et que c'était ça la règle et c'était ça qu'il fallait faire. Quand je suis allée me faire former au Family Farm Institute, il y a tout un autre univers qui s'est apparu devant moi, puis de dire, ce n'est pas nécessairement la bonne ou la mauvaise réponse, cette réponse-là. Il y a une grande entreprise familiale en France qui ont entre autres les quincailleries Lemelin, non, je n'ai pas le bon nom. Enfin, je les ai vus quelques fois en conférence. Et puis, eux, ils disent, hey, pensez-vous qu'on va se priver des conjointes? Jamais. Les talents, on les veut tous. On a des grosses entreprises, on veut tous les talents. Mais eux travaillent très fort à la cohésion de l'entreprise. Ils ont tous des critères d'entrée et de sortie quand ils se séparent. Tout ça est canné, c'est prévu d'avance. Ils savent comment gérer chaque situation. Donc, est-ce que la famille veut les conjoints ou pas? Au Québec, on a une petite tendance à dire on ne les veut pas parce que c'est trop complexe. Mais ce qu'on oublie, c'est que si vous ne les incluez pas, vous ne les éduquez pas. Si vous ne les éduquez pas, ils vont avoir une influence fantôme à côté et ils ne seront pas... Moi, sincèrement, en médiation, j'aime autant voir le fantôme assis à la table, puis je vais pouvoir lui parler, puis il va pouvoir comprendre ce qui se passe. Parce que si moi, par exemple, je suis un repreneur, puis j'ai eu un conseil de famille, j'arrive le soir, puis je parle à mon conjoint, puis je lui raconte mais je raconte avec mes yeux, avec ma perception, mes interprétations, qui peuvent être fausses. Fausses. De toute façon, on a chacun notre vision du monde, mais... on va dire incomplète, une perception incomplète. Perception incomplète et tout ça. Alors là, peut-être mon conjoint va dire il a encore fait ça, ça n'a pas de bon sens, puis tatitata, puis on sait bien nos conjoints nous aiment, ils vont prendre pour nous, mais parfois on ne rapporte pas toute la bonne information. Moi, sincèrement, j'aimerais mieux avoir les fantômes assis à la table, mais je comprends de ce que tu me dis, que c'est une décision. C'est un peu comme en médiation aussi, il faut que les gens soient tous d'accord qui a le droit de venir s'asseoir. Absolument. Puis quand on met en place, mettons, le conseil de famille, la première question, c'est qui vous voulez qui mette en place ce conseil de famille-là? Parce que la mise en place des piliers, puis après ça, il y a le vivre.
Fait que quand ils ne sont pas sûrs, puis ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde là-dessus, qu'est-ce que vous diriez qu'on débute par la mise en place des piliers, que vous vous entendiez sans conjoint-conjointe sur les valeurs, sur la vision, sur le plan stratégique familial et sur le rôle et responsabilités qu'on va donner au conseil de famille, puis qu'après ça, vous les intégrez dans la structure qui a été créée, ou vous vous re-questionnerez à ce moment-là. Qu'est-ce qui n'est pas selon les plans que vous avez, puis selon les visions que vous avez, puis selon les défis qui vont en décliner. Intéressant tout ça. J'avais d'autres questions, mais là, je suis comme... et donc, toi, tu t'es formée en médiation, mais plus tard, est-ce que tu étais comme une médiatrice sans le savoir? Parce que quand je vois ta formation en médiation, c'est venu plus sur le tard. Tu es formée en psychologie, MBA, puis après ça, tu t'es formée comme médiatrice. Comment tu arrimes tout ça, tes connaissances comme médiatrice, puis ce que tu fais aujourd'hui, puis femme d'affaires que tu es avec ton expérience? Bien, je te dirais que Céline, dans toutes les formations que j'ai eues, parce qu'il m'a fait tout le temps former, je suis tout le temps en formation, puis je vais mourir en formation probablement. Bienvenue dans le club. C'est tellement le fun. Mais je trouve que c'est ma posture de médiatrice, puis c'est toute la formation en médiation, tu sais. Je continue tout le temps à prendre des formations en médiation sur la gestion des émotions, etc. Puis je vais en prendre d'autres. C'est cette posture-là de multipartialité qui fait que je suis capable d'aider des familles aussi longtemps. Tu sais, pour moi, un des plus beaux compliments qu'on peut me donner, c'est quand le boss me dit « Toi, on ne fait pas ce qu'on veut avec toi. Hein? » Puis c'est parce que pour moi, profondément, chaque personne autour de la table, je le sais qu'il a raison. Dans sa posture, dans sa vérité, dans ce qu'il voit, je suis profondément convaincue. Et ça, c'est vraiment la posture de médiatrice. Puis la formation en médiation qui m'a... Parce que c'est pas facile d'arriver à cette posture-là. Mais non. Vraiment, je le dis que j'ai des frissons. Et je trouve que dans tout ce que j'ai vécu, dans toutes les formations que j'ai suivies, celle qui m'aide le plus à être la meilleure de moi en famille, en affaires, c'est la posture de médiatrice. C'est la posture de multipartiale. Parce que quand tu travailles avec une famille, je travaille avec la famille, avec les individus aussi, mais avec l'entreprise aussi, qui est une personne morale, tout ce beau monde-là, avec les directeurs non apparentés, tout ce beau monde-là a sa raison d'être, sa perception, mais il faut prendre le temps de la partager maintenant. Parce que moi, à chaque fois que je suis avec quelqu'un, là, puis c'est vrai, là, en médiation, je ne sais pas si tu le vis, là, dans les rencontres individuelles, moi, ça fait plein de sens ce qu'il me dit. C'est sûr. Puis avec l'autre aussi, je rencontre l'autre, je dis « Oh mon Dieu, ça fait donc plein de sens ce qu'il vit et comment il vit. » Tu sais. Maintenant, ce qu'on veut créer, c'est un endroit sécuritaire où ils vont pouvoir échanger sur ces perceptions-là. Échanger, parler dans le respect, s'écouter. Donc, est-ce que ça t'arrive de donner des formations en communication ou de l'enseignement? Oui. Non? Et indirectement? Non. Indirectement, en créant des espaces sécuritaires pour le faire. Moi, je réfère à des gens qui donnent des formations en communication parce que je trouve que c'est important. J'ai encore référé la semaine dernière. Moi, ma job, c'est de dire, il va mal te parler. C'est sûr qu'il va mal te parler parce qu'il est passionné, parce que vous êtes des dirigeants, parce qu'il faut que ça aille vite. S'il te plaît, va voir la bonne intention. C'est ça, moi, que j'enseigne. OK. Mais je ne dis pas que la CNV, ce n'est pas important et que ce n'est pas utile. Je ne dis pas que plein d'autres choses, ce n'est pas utile. Mais je le sais qu'ils ne pourront pas tout le temps l'utiliser, peu importe la formation qui va suivre. Bien, c'est sûr. Moi, ma job, c'est de dire améliorez-vous, c'est sûr, c'est important. Je dénigre zéro ça. Mais je le sais que vous allez continuer à mal vous parler. J'ai mon dernier article dans le Journal des Affaires, c'est comment on se parle mal, les familles en affaires. Je dis on parce que je viens d'une, puis j'en suis une aujourd'hui. Oui. On s'en aperçoit même pas qu'on se parle mal. Ouais. Je trouve que la première clé pour dénouer cette impasse, c'est d'en être conscient. Et si la personne qui reçoit qu'elle se fait mal parler ne sait même pas qu'elle se fait mal parler, part de loin.
Oui. Tu sais quoi, ça me fait penser, parce que moi, je me suis beaucoup formée en communication non violente. Et je disais, des fois, on se permet de dire des choses à nos enfants ou à nos conjoints qu'on se permettrait pas de dire à nos collègues de travail. Comme si l'amour ou la famille faisait en sorte qu'on peut s'en permettre n'importe quoi. C'est comme Tellement. s'il y a, hein, je sais pas, là, il y a comme une affaire, là, puis c'est triste de voir ça, mais mais donc, ça, c'est ma remarque. Mais l'autre chose que je voulais te poser aussi, tu dis, je réfère beaucoup. Moi, je sais que si je reviens dans mon rôle de tantôt de fondatrice et tout ça, vous savez, mon entreprise, ça vaut 30 millions. Mes enfants n'ont pas les moyens de me racheter. Là. Comment ça va marcher, tout ça? Là, ça prend des fiscalistes, des comptables. Toi, comment tu t'arrimes à tout ce monde-là? Comment ça se fait? Moi, ben souvent, ils ont déjà leur équipe en place. Souvent des gens qui ont terriblement confiance. Donc, moi, je ne m'insère pas puis je ne m'ingère pas dans ça. Je pose des questions dans le plan stratégique familial, le plan stratégique des propriétaires, la fiscalité a été faite, êtes-vous satisfait? Sinon, on peut référer des gens qui ne remplaceront pas tout ce beau monde-là, mais qui vont s'assurer que tous les leviers fiscaux ont bien été utilisés. Puis souvent, les familles en affaires, ils sont souvent déjà indépendants de fortune, qui n'auront pas besoin de vendre l'entreprise nécessairement. Ils n'ont pas besoin de la vendre. Ah, Ils vont la transmettre à leurs enfants. C'est là que tous les outils fiscaux sont importants de voir, puis de l'indépendance financière, mais c'est tout un autre processus là, qui va embarquer là-dedans. Les Italiens, eux, puis au Québec, on utilise de plus en plus les fiducies. Et je dis les Italiens, mais les Européens, je pense, ils ont plus de transferts derrière la cravate que nous. Et c'est pas rare qu'ils vont utiliser les fiducies. Donc, les propriétaires n'ont jamais vraiment à vendre leur entreprise. Et tout le monde va s'assurer d'avoir un train de vie qui est correct, puis quelque chose pour bien vivre, évidemment. Mais c'est toute une autre mentalité. On n'est pas dans OK. n'est pas comme une non-apparenté qu'on va aller vendre au plus offrant, puis tous les scandales qui sortent. Ah, c'est épouvantable, il a vendu son entreprise à un Américain, pourquoi il n'a pas vendu au Québec? C'est ça qu'il y a de beau aussi d'une famille en affaires, je trouve. Ouais. Regarde Mais les disons valeurs, que, ouais. les Mais valeurs, disons je parle que, morales plus que le monétaire. ouais. Mais disons que pour quelqu'un qui serait pas indépendant de fortune, il pourrait vouloir dire, je veux la vendre. Je veux dire, Puis là, on le sait, peut-être qu'elle vaut juste 2 millions. Je vais dire un exemple. Peut-être qu'elle vaut juste 2 millions, mais moi, j'aimerais ça avoir le 2 millions pour le reste de ma vie, puis j'aurai pas de soucis, puis je vais faire ce que je veux avec. Là, à ce moment-là, c'est d'autres absolument, mécanismes mais aussi. le financement n'a jamais été aussi facile. Jamais, jamais aussi facile. Très facile d'avoir du financement. Tout le monde se bat pour financer, que ce soit un transfert ou n'importe quoi d'autre. Évidemment que ces banquiers-là et ces fournisseurs d'argent-là sont des gens intelligents. Ils ne prêteront pas à n'importe qui et ils vont vouloir s'assurer que c'est la bonne relève. Ça va être beaucoup ça qu'ils vont regarder. Ah, ah, Donc, de là, l'importance de bien faire son travail, puis puis de voir une bonne évaluation d'entreprise parce que les enfants, quand ils ne sont pas inclus dans le processus d'évaluation d'entreprise, peuvent se dire 10 ans plus tard, mon père me l'a vendu bien trop cher, mon père, il m'a fourré, excusez-moi oh, l'expression, oui. ce qui fait que je n'irai pas sur son lit de mort et là, il y a quelque chose d'épouvantable qui arrive. Mais est-ce que c'est parce que son père n'a pas vendu le bon prix ou lui, en tant que dirigeant, il n'a pas pris les bonnes décisions? Il n'a pas pris la bonne stratégie, etc. Donc, c'est Ouais. important pour moi d'éduquer les repreneurs, même si c'est vos enfants qui rejettent vos parts, éduquez-les pour savoir comment on arrive à un prix d'une entreprise pour qu'ils voient après l'impact que lui, en tant que dirigeant, aura sur ce prix-là qui montera ou qui descendra. Ça, on ne le fait pas, puis ça crée des choses assez épouvantables. Oui. Puis aussi, l'autre chose, par exemple, si j'ai 3 enfants, mais il y en a un qui ne veut pas l'entreprise, mais lui, il a le droit à sa part. Dire que je la transmette, mettons, pardon l'exemple, je ne la vends pas, mais je la transmets à 2 repreneurs, mais il y en a un qui ne veut pas être dedans, là, celui qui détestait son frère et qui ne voulait rien savoir. Mais lui, il va avoir sa juste part, quelque part. Ça ne serait pas équitable de dire je transfère juste à mes 2 enfants, puis je ne donne rien à mon troisième parce qu'il s'écoute et qu'il c'est pas sa vie, là. Bon, mais ça, c'est une question à plusieurs réponses. OK. Une de ces réponses-là, c'est que souvent,
ils vont dire, ben, tu avais juste à t'intéresser à l'entreprise, tu aurais ta part toi aussi. Ça, c'est une des réponses. Une autre des réponses, ça va être la personne qui dit, ben, moi, je ne me suis jamais impliquée là-dedans, je n'ai pas d'affaire à ça, je n'ai pas d'affaire à recevoir de l'argent de ça. On voit souvent ça aussi. Il y en a un autre qui dit à ses enfants, ne vous inquiétez pas, j'ai soutiré de l'argent de mon entreprise régulièrement, que j'ai mis dans des fonds de placement. Et ceux qui sont dans les opérantes hériteront des opérantes et ceux qui ne le sont pas hériteront des investissements. Et je me suis assurée que c'est un peu équitable. Ça se ressent. Ça aussi, c'est une autre réponse qu'on voit souvent. Fait que c'est. Puis ce qu'on souhaite, ben, c'est qu'il y ait un conseil de famille puis que tout ça soit discuté de plus en plus librement. Je dis de plus en plus librement parce qu'il y a une cohorte en ce moment qui a 70-80 ans, que c'était toute une boîte noire, l'argent. Oui. Ouais. Et là, tout doucement, au fil que la confiance augmente par les conseils de famille, comités consultatifs, ils ont le goût de dévoiler la boîte parce qu'ils trouvent que ça fait sens. Ils trouvent qu'ils sont crédibles, la confidentialité va être respectée. Ils ont tout testé ça au fil du temps. Puis là, ils ont envie de plus en plus d'ouvrir les livres et de transmettre et d'éduquer sur comment faire attention à cet argent-là aussi. Ben oui. Parce qu'ultimement, puis là, on va peut-être aller vers le mot de la fin. Je vois qu'il est déjà, il reste plus beaucoup de temps. Ultimement, un père, une mère de famille, ce qu'on veut, c'est d'avoir nos enfants avec nous. Je veux dire, moi, je suis mère de famille, puis j'aime mes enfants. Je serais déchirée de dire qu'il n'y en a plus un qui veut me voir, puis tout ça. Puis je me souviens de ma mère, quand à Noël, il en manquait un. On était 7 enfants, mais quand il en manquait un, pour une bonne raison, il est en voyage, quoi que ce soit, ça, il faisait de la peine. Fait que, tu sais, j'imagine un bon succès, ce serait on maintient cette famille ensemble, cette cohésion, et aussi que les affaires, c'est une autre chose. Ce serait quoi un succès pour toi, là, d'une bonne relève, de quelque chose qui s'est bien passé? Ben, pour moi, le succès, c'est vraiment que chacun a vu ce qui est, puis ils en ont conclu que ce qui était bon pour eux, c'est de rester ensemble ou pas. C'est vraiment ça le succès. Parce que je trouve ça dramatique, des gens qui se forcent à rester ensemble alors qu'ils ne devraient pas et tout le monde est malheureux. Ouais. Et des gens qui auraient avantage à se parler parce qu'ils resteraient ensemble, ça c'est juste un malentendu et qu'ils ne le feront pas. Je trouve ça malheureux. Moi, ce que je souhaite, c'est que chaque être humain sur la planète choisisse le bonheur puis qu'il prenne les décisions en conséquence. C'est ça que je souhaite. Wow. Oh, c'est beau, ça. Le bonheur et la paix. Hein? La paix, surtout. J'aime mieux la paix parce que le bonheur est tellement décliné de toutes sortes de façons. J'aime mieux la paix intérieure. Ouais, c'est ça. Parce qu'ultimement, l'argent et l'entreprise, tu ne l'amèneras pas au paradis avec toi. Là. Si tu y vas, ça se peut que tu aies en enfer aussi. Mais non, c'est pas ça qu'on veut. Mais je comprends. Ben écoute, je te remercie, Sylvie, pour cette belle rencontre. Je rappelle aux gens que là, un livre qui est très intéressant, Entreprise familiale en affaires, ça donne un aperçu, c'est une sensibilisation. Ce n'est pas tout le savoir que tu nous as donné. Là, je comprends que il y a beaucoup plus. Là, mais ça, c'est intéressant. C'est un bel outil, j'imagine, que tu partages aussi avec les gens en entreprise familiale. Et puis, je vais laisser ton numéro, ton adresse courriel et ton site web qui s'appelle Harmonie Intervention, hein, c'est ça? Exactement. harmonieintervention.com au Québec. Et est-ce que tu fais des choses en Europe? Pas encore, mais j'aime ça dire que je suis francophone mondiale. Okay. Donc, j'ai une collaboratrice à Paris, pas à Paris, mais en France, où on fait de la prospective ensemble. Donc, c'est elle plus maintenant qui vient au Québec. Mais on a comme projet aussi d'avoir aussi des clients en Europe, francophones, évidemment. Bon. Alors, je te remercie beaucoup, puis je te souhaite une belle continuité. Et bien, peut-être à bientôt, hein, sûrement. Merci beaucoup, Céline. Merci. Wow. Bye-bye.